n'y a plus de matchs, les finales NBA, c'est terminé et pourtant il y a toujours de l'actualité basket et je suis là ce matin avec Shai pour discuter de ce qui se trame plutôt, des rumeurs qui circulent. On sait que maintenant que les finales sont finies, tout le monde a les yeux braqués vers la draft, vers la free agency, vers ce qui va se passer à l'intersaison. Shai, à propos de draft, il y a un prospect vraiment pas comme les autres qui continue de faire parler énormément. On peut pas dire vraiment que c'est en raison de ses performances durant sa dernière saison avant de se présenter à la draft. On parle bien entendu de Bronny James, le fils de LeBron James, qui fait parler encore de lui cette nuit. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se raconte? Quelles sont les dernières rumeurs à son sujet? Ouais, bah, cette draft qui approche, il y a quelques intrigues un peu principales parce que c'est pas la draft qui hype le plus, que ce soit les Américains ou alors les Français si un peu, je corrige parce qu'on a quand même pas mal de représentants, mais c'est pas la draft la plus attendue de tous les temps. Par contre, il y a dans les intrigues, outre, l'identité du first pick, il y a quand même tout ce qui concerne, Bronny James. Donc toutes les informations, on les guette un peu pour savoir ce qu'il en sera de son avenir parce que ça reste, c'est un joueur particulier, fils d'un joueur particulier, et vu qu'il a maintenu son nom et qu'il se montre très très sélectif au niveau des workouts qu'il accorde, parce que jusqu'à présent ça s'est surtout fait avec les Lakers et les Suns. Voilà, chaque nouvelle est un peu guettée. Et là, alors, en écoutant le podcast de Bill Simmons chez The Ringer, Bill Simmons qui parfois a des infos un peu exclusives de temps en temps, ou en tout cas des intuitions par rapport à des rumeurs qu'il entend. Bill Simmons évoque ce matin son sentiment que pour lui, ce sera du côté des Suns au premier tour pour Bronny James, ce qui peut paraître un peu étonnant, j'allais dire choquant. C'est un joueur qui a finalement assez peu joué à l'université ou été mis en lumière. Et selon lui, les Suns pourraient le drafter donc dès le premier tour avec leur 22e pick, ce qui serait quand même assez haut. Je vais te lire ce qu'a dit Bill Simmons pour expliquer un peu la rumeur. Il dit Je pense que Bronny va être drafté au premier tour et que ce sera encouragé par Clutch Sports. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Phoenix. Et Bill Simmons a été pas mal connecté à Phoenix, hein. Il avait entendu parler du rachat à l'époque par Matisse Bia. Et il dit Matisse Bia a le même conseiller média que LeBron, Adam Mendelson. C'est quelque chose qui me rend très suspicieux et le camp de Bronny est extrêmement confiant dans le fait qu'il sera pris au premier tour. Et si tu es Matisse Bia aujourd'hui, tu te dis que la draft est mauvaise et qu'il faut prendre Bronny pour avoir une chance d'avoir LeBron aussi. Ça, c'est en écho aux rumeurs d'un intérêt des Suns pour LeBron. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a l'histoire du salaire qui est forcément compliquée. Ça impliquerait un très très gros sacrifice financier pour LeBron. Et Bill Simmons dit Je ne sais pas combien d'années il lui reste, une, deux ou trois, mais si leur opportunité d'avoir LeBron, c'est de drafter Bronny, même pour peu de temps, tu dois la saisir. Donc, voilà, Simmons a l'air assez persuadé que Bronny James va finir aux Suns au premier tour, ce qui est assez, j'allais dire, étonnant. Et dans tous les cas, il continue d'accorder des workouts aux Lakers, qui va revoir une deuxième fois, et aux Suns, qui va revoir prochainement, ce qui quand même devrait lui empêcher d'être sur un two-way contract qui le rendrait un peu à disposition, enfin facilement coupable. C'est aussi ça on pourrait le couper facilement. C'est ça qui serait un peu compliqué pour lui. Donc a priori, moi, si on en croit Bill Simmons, il se pourrait qu'il soit bien pris au premier tour avec le 22e pick des Phoenix Suns. Ouais, ce qui est sûr de toute façon, c'est que c'est quand même, il doit être bien renseigné. Je pense que s'il a laissé son nom à la draft, c'est qu'il a quand même d'assez fortes chances d'être drafté et potentiellement au premier tour. Bon, il faut rappeler que Bill Simmons n'est pas un journaliste, hein, quand même, je le reprécise. Effectivement, tu as raison de noter qu'il a souvent eu des informations assez justes venant de Phoenix. Ce qui m'étonne un petit peu dans ce calcul, c'est qu'effectivement, je pense que si ça devait être fait, ça serait vraiment dans l'optique que LeBron vienne à Phoenix. Mhm. Ce que j'ai un petit peu de mal à concevoir, c'est un choix qui m'étonnerait un petit peu de la part de LeBron, parce que sinon, Phoenix a tellement besoin d'avoir des joueurs de qualité pas chers pour pouvoir étoffer son roster que je pense pas que Phoenix puisse se permettre finalement de prendre un pari sur un joueur dont il pourrait pas être sûr qu'il puisse jouer dès la saison prochaine. Je pense que Mhm. à ce stade-là, 22e choix, c'est pas particulièrement haut, mais c'est pas nul en fait. On s'est bien rendu compte maintenant que notamment les contenders étaient souvent construits avec des joueurs qui avaient été draftés dans cette zone-là en fait, mais en prenant des joueurs qui allaient pouvoir être efficaces sur le terrain, qui allaient pouvoir tout de suite leur apporter. Donc je suis un peu circonspect par rapport à tout ça. Je sais pas ce que tu en penses toi, Shai. Ouais, ouais, moi j'étais étonné qu'il se prive d'autant de chances de workout parce qu'il y a d'autres équipes qui sont intéressées par lui. Genre, ça reste, c'est pas un mauvais prospect, hein, c'est un garçon qui a du talent, mais premier tour avec les soucis qu'il a eu sur le plan médical et la saison très décevante à USC, c'est un peu étonnant. Comme ça, je me disais que ce serait plus simple qu'il signe aux Lakers,
qu'il ait pas forcément un gros temps de jeu et des opportunités au début, mais au moins il est dans le cocon quoi, avec son père. Si toutefois LeBron reste bien aux Lakers, on sait qu'il faut rappeler que LeBron a une player option dont il va probablement se désengager. C'est ce que avait laissé entendre Rich Paul. Donc LeBron a la possibilité de signer aux Suns. C'est juste que ça paraît fou parce que le sacrifice financier aurait absolument aucun sens par rapport à ce qu'il a fait durant toute sa carrière, c'est-à-dire quand même signer des contrats logiquement juteux vu que c'était le meilleur joueur de la planète. Hein. Donc ouais, je sais pas trop. Moi aussi, je serais étonné parce que les Suns, leur fenêtre est très courte avec le trio KD, Bill et Booker. Donc c'est vrai que ça pourrait être pris comme un signe que LeBron est intéressé et pourrait venir. Mais écoute, de toute façon, on va voir le jour de la draft. On s'approche de la draft, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait pas que dans une draft justement attendue comme un peu faible, il y ait un coup qui soit plus d'ordre marketing, même si au final LeBron ne vient pas tout de suite. Comme le dit Bill Simmons, je pense pas qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison, personnellement. Je pense qu'il a encore, comme le dit Simmons, 2 ou 3 ans devant lui. S'il vient pas aux Suns cette saison, ça peut aussi être la saison suivante. C'est pas impossible à imaginer. Donc ça peut être aussi un move par avance, un move pour anticiper une éventuelle venue de LeBron si sa saison aux Lakers se passe pas comme il l'aurait espéré. Bon, bah écoute, affaire à suivre. En tout cas, il y a une déclaration sur laquelle je voulais avoir ton sentiment, Shai, parce que comme tu le sais, moi, je suis un expert en ce qui concerne le football, c'est-à-dire que sorti de Saint-Étienne des années 70-80, je connais rien du tout, hein, et quand je dis je connais rien du tout, c'est que je connais absolument rien du tout. Il y a une phrase qui m'a intéressé de Joe Mazzulla au sujet de Pep Guardiola, donc l'entraîneur de Manchester City. Je vais te lire sa déclaration, ce qu'il a dit après le titre. Il a dit, voilà, la défense de Dallas est l'une des plus intelligentes et des meilleures de toute la ligue. C'est sur ce genre de choses que Pep Guardiola m'a beaucoup aidé, sur le spacing, ce qui est très important, sur la transition, comment faire bouger la défense. J'étudie beaucoup ce que fait Man City, j'étudie beaucoup ce que fait Pep. Je pense que c'est le meilleur entraîneur quel que soit le niveau et quel que soit le sport, il a eu une énorme influence sur moi. Voilà la déclaration de Joe Mazzulla au sujet de Pep Guardiola. Et pour quelqu'un comme moi qui connaît rien au football, j'ai un petit peu de mal à me rendre compte, tu vois, de ce que ça veut dire concrètement. Est-ce que tu saurais m'aiguiller un petit peu sur ce qu'a voulu dire Joe Mazzulla d'un point de vue basket en fait, terrain? Ah ouais, on va essayer parce que alors, ce qui est compliqué, c'est que ces deux sports qui sont quand même très très différents, ne serait-ce que sur la notion d'espace, parce que le terrain est infiniment plus grand au foot. Il n'y a pas le même nombre de joueurs. C'est forcément un sport très différent. Par contre, cette influence de Guardiola, c'est quelque chose qu'il avait évoqué déjà plus tôt dans la saison. Alors, c'est un fan de plein de sports, dont le football européen, le soccer. Et il avait déjà cette appétence pour le côté très tactique de Guardiola. Et alors, si je dois faire une analogie, là où je comprends ce qu'il veut dire, c'est que Manchester City, c'est une équipe qui est ultra dominatrice, qui a beaucoup la possession du ballon. Dans leur match, ça va jusqu'à 80% de possession du ballon, contre des équipes très, très, très regroupées dans leur dernier mètre, donc qui limitent les espaces, justement, hein, qui sont dans une approche très, très défensive. Je ne sais pas si c'est forcément facilement transposable au basket, parce qu'il y a moins de joueurs et par conséquent, et il y a aussi le chrono aussi qui change beaucoup de choses. Mais là où je comprends, c'est que il y a ce besoin chez Guardiola, cette nécessité pour Manchester City d'écarter les lignes, de créer l'espace là où il n'y en a pas. Et je pense que Boston et beaucoup d'équipes sont confrontées à parfois des défenses intelligentes et resserrées comme sont capables de le faire les Mavs. Et ça ne m'étonne pas qu'il soit inspiré de ça, de ce coach qui est, oui, un des meilleurs de tous les temps et peut-être le meilleur actuellement. C'est pas facile de le transposer au basket. Ça, mais par contre, je vois d'où ça part. Et même pour le côté, je pense que même dans le côté relationnel, il a essayé de s'inspirer un peu. Parce qu'il y avait un manque sur le plan relationnel, je pense, du côté de Mazzulla l'année dernière avec les Celtics. Il débarquait, je sais pas s'il se sentait ultra légitime. Il y a des joueurs qui avaient expliqué que l'entente n'était pas forcément au beau fixe, qu'il y avait un manque de compréhension entre ce que lui voulait faire, ce que les joueurs en avaient compris. Et là, ça a beaucoup changé. Et Guardiola, il a quand même aussi outre le côté tactique où il est vraiment très fort, effectivement, pour jouer contre des défenses très regroupées et provoquer l'espace, créer l'espace où il n'y en a pas. C'est aussi un manager qui est finalement assez humain et qui arrive à bien communiquer avec les joueurs, à savoir appuyer sur les bons boutons, comme disent les bons coachs, avec tel ou tel joueur. Il est très adaptable. Et en ça, je trouve ça intéressant qu'il s'inspire d'autres sports. Moi, du coup, ça me parle un peu. Ouais, je trouve que c'est assez inspirant. Ouais.
Je trouve toujours ça très intéressant de façon d'aller voir ce qui se passe un petit peu Mm. dans d'autres sports, même s'ils n'ont rien à voir, parce qu'il y a toujours des choses à... Je pense que pour les entraîneurs, c'est une manière aussi de déconstruire un petit peu des habitudes, parce que souvent, ce qui est très dur, c'est voilà, c'est les habitudes, tu fais les choses parce que tu es habitué à faire les choses, parce qu'on t'a appris à faire les choses comme Mm. ça, et il y a un moment toujours où tu t'oublies de re-questionner un petit peu pourquoi tu fais les choses de cette manière, et regarder ce qui se passe dans d'autres sports, je trouve que c'est souvent très pertinent. Merci en tout cas pour ton éclairage, Shai, je trouve ça très cool. Je te le dis comme ça, mais cette phrase au sujet de Guardiola, je l'ai vu sur YouTube, j'ai regardé un petit peu les commentaires, il y en a un commentaire qui m'a Ouais. beaucoup fait rire, quelqu'un qui demandait si du coup Pep Guardiola avait une bague de champion et si du coup il avait une bague de champion avant Chris Paul. Voilà, c'était le tacle gratuit gratuit Mais de la il journée. était là, il était présent au match, hein. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas juste une inspiration lointaine, ils se sont vraiment rencontrés, ils ont vraiment beaucoup discuté. Et quand il dit que Guardiola l'a conseillé, je pense que ça a été vraiment en direct, quoi, parce que la saison en Angleterre était terminée. Je pense qu'il y a vraiment ce serait intéressant de voir combien de temps ils ont passé ensemble, à quel point ça a été assidu entre eux, mais ouais, ouais, il y a une vraie influence quand même. Ouais, non, mais t'as raison de le noter. Je crois même qu'il était allé voir Guardiola à Man City pendant Ouais. l'intersaison il y a un an ou deux, Mazzoula. Écoute, puisqu'on parle des Celtics, j'ai un autre sujet dont je voulais parler avec Mhm. toi. C'est aussi là, c'est pas moi c'est pas moi qui ai inventé le sujet. Je l'ai trouvé sur le compte de NBA ESPN, pardon. Euh, une question que j'ai trouvée intéressante au bout du compte, c'était de savoir la, quel champion sur ces 5 dernières années était le meilleur en fait. En gros, sur les 5 derniers champions, donc Lakers en 2020, Bucks en 2021, Warriors 2022, Nuggets 2023, Celtics 2024. Si on devait imaginer une espèce de final, de mini playoff à 5 équipes, sur ces 5 équipes-là, au jour d'aujourd'hui, quelle équipe on dirait est la plus forte de ces 5-là? Je ne sais pas si tu as une idée précise de ça, Shai. C'est dur, elles sont très différentes, hein. Alors Ouais, du coup, faudrait les prendre faudrait les prendre sur le niveau qu'elles avaient l'année où elles ont été au moment où championnes, elles ont été évidemment. championnes, ouais, bien sûr. Oh là là. Comme ça, là, si je devais répondre vraiment rapidement, peut-être que je dirais les Warriors, parce il y a le vestige de ce qu'ils ont fait depuis des années, que c'était un peu l'aboutissement, qu'il y avait encore Curry euh, ouais, dans son prime. En gros, c'est très très difficile. Denver m'a beaucoup impressionné l'année dernière et Jokic a eu un niveau individuellement, c'est peut-être lui qui a fait la meilleure des campagnes parmi les champions qui sont là. Je réfléchis en même temps. Euh, les Lakers, pour moi, c'est un cas à part. C'est pas pour les dénigrer, pour dénigrer leur titre. Je veux dire, ils l'ont dit assez souvent eux-mêmes, c'est très difficile. Le contexte de la bulle, le contexte du Covid, c'était très compliqué, mais j'ai pas l'impression que c'était forcément l'équipe la plus impressionnante de ces cinq-là. Les Bucks, je les mettrais peut-être un cran au-dessus, mais peut-être quatrième. Et après, peut-être qu'en première place, c'est sur les trois premiers. J'ai du mal à départager les Celtics de cette année, mais je vais peut-être les mettre un cran plus bas parce que je les ai pas vus contre ce que j'estime être une opposition très très aussi forte peut-être que d'autres. Donc je mettrais peut-être Warriors 1, Nuggets 2 et Celtics 3 avec Bucks 4 et Lakers 5. Désolé pour les fans des Lakers. Ok, non mais c'est vraiment intéressant, c'est marrant parce que tu vois, on n'a pas forcément la même perception. Mm. J'ai l'impression que moi, les Celtics de cette année, honnêtement, je pense que c'est quand même l'une des 5 meilleures équipes, enfin, ils sont vraiment dans le top de ce classement. J'aurais été tenté de les mettre, alors je sais pas si je les aurais mis premiers, mais pour moi, c'est un ou deux en fait. Je pense que l'équipe que je sens la plus forte parmi les 5 autres, c'est celle des Nuggets de l'an dernier quand même. De l'an dernier, Mm. c'était vraiment extrêmement solide. J'ai l'impression qu'ils étaient armés pour pouvoir poser un tas de problèmes, notamment à cette équipe de Boston. Donc limite, moi, je suis un peu sur enfin, un A, un B avec Mm. ces deux équipes. Et derrière, j'ai le sentiment que c'est peut-être l'équipe de Milwaukee, en fait, moi que j'aurais mis au-dessus des autres, parce que le niveau de Yanis pendant ses finales Ouais. et pendant ses playoffs a été incroyable. Vraiment, euh, c'est fou hein, à quel point le temps passe, on a presque déjà oublié, mais c'était en termes de domination, la campagne de Yanis pendant ses playoffs, c'est le truc le plus proche que j'ai pu voir, c'était Prime Shaq Prime Shake, avec ouais. O'Neal, en fait, de domination sans partage dans la raquette, où tu peux rien faire, en fait. Tu peux absolument rien faire. Et après, je pense que j'aurais sans doute mis les Warriors à ce moment-là. Les Warriors avaient été très bons, mais tu vois, par exemple, les Warriors qui ont gagné le titre en 2022, je suis pas sûr qu'ils gagnent face à cette équipe de Boston-là, face à Mhm. cette équipe ils ont aussi profité de l'inexpérience un petit peu des Celtics sur ce titre-là. Et alors, c'est peut-être dur, mais effectivement, les Lakers, c'est pas tant
le contexte de la bulle est particulier, mais c'est pas tant là-dessus. J'ai l'impression que c'était peut-être la plus vieillissante des Ouais. 5 équipes de ce groupe. C'est pour ça que je les mettrais certainement en dernier. Mais ouais, moi j'aurais mis sur les premiers, je pense que j'aurais mis Boston ou les Nuggets. Et je regrette un petit peu. Enfin, j'étais content que j'ai bien aimé Dallas, donc j'étais pas, ça m'a pas gêné que Dallas soit en finale. Mais j'aurais bien aimé voir cet affrontement quand même Pareil. de style entre Boston et Denver. Ça aurait été vraiment, je reste curieux de savoir qui aurait pu imposer son style à l'autre. Ça aurait pu être vraiment intéressant à suivre, je pense. On l'aura peut-être l'année prochaine, hein. C'est encore deux équipes qui sont. Enfin, Denver, là, même s'ils se sont manqués cette année sur les playoffs, sur le dernier rendez-vous, c'est pas impossible que. Enfin, leurs joueurs sont aussi dans leur prime, ils sont assez jeunes, et les Celtics aussi. Moi, c'était mon pronostic de début de saison, donc j'ai aussi eu une petite frustration de pas. Je voulais voir cette finale-là parce que c'est de très fortes équipes, mais peut-être qu'on l'aura l'année prochaine, qui sait. Ouais, bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, qui vous semble le plus fort parmi ces 5 équipes, ou même nous mettre votre classement, c'est intéressant, on pourra en reparler éventuellement. Côté news, par contre, news, vraie news, ou du moins rumeur, parce que c'est pas encore confirmé, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant qui se passe du côté du championnat de France. Ouais. Thomas Issalo, qui a été impressionnant toute l'année, le coach du Paris Basketball, qui a fait une saison incroyable, tant en Eurocup qu'en championnat, puisqu'ils sont allés jusqu'en finale face à Monaco. L'an prochain, on sait que le Paris Basketball a acquis sa place en Euroleague, et on avait entendu des rumeurs qui parlaient de l'intérêt des Washington Wizards pour ce coach qui est, voilà, vraiment, je pense que on avait parlé un petit peu avec Frédéric Young dans Ouais. le podcast qu'on avait fait avec toi, Shai, Mm. sur notre draft des meilleurs coachs du moment. Fred l'avait pris dans les top 15, Ouais. même si c'était pas un coach NBA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe autour de ces rumeurs, et puis après peut-être on pourra parler du cas de Thomas. Ouais, bien sûr. Bah, donc du coup, j'avais vu l'info sur Bibasket. Pour eux, c'est acté. Issalo va quitter le Paris Basket pour rejoindre pour l'instant le coaching staff d'une franchise NBA. D'autres médias européens parlent clairement des Wizards parce qu'on sait que l'intérêt venait de là pour qu'ils rejoignent le staff de Brian Keefe. C'est étonnant parce que déjà, je pense qu'on aurait bien aimé voir Issalo coacher Paris en Euroleague l'année prochaine. Forcément, on aime bien la continuité, on voulait voir jusqu'où il pouvait emmener cette équipe. Il a quand même fait gagner l'Eurocup et était en finale des playoffs du championnat. Donc c'est une performance qui est énorme parce que sur le papier, Paris avait des bons joueurs, mais Paris n'avait pas la meilleure équipe du championnat. Et ils ont réussi à faire vraiment une saison aussi bien sur le plan des résultats que sur le plan du style de jeu, hyper enthousiasmante. Et je pense que tous ceux qui ont suivi un peu, moi j'ai suivi de loin dans un premier temps et un peu plus après, c'était ce que nous avait dit Fred, effectivement, c'était que c'était très divertissant. Et les staffs NBA, notamment celui des Wizards, je pense, avait ça dans l'œil. Peut-être que lui, de son côté, c'était un rêve déjà d'aller aux États-Unis et en tout cas, de tenter l'expérience, peut-être dans une franchise où le coach semble pas être installé durablement pour l'instant. C'est un coach intérimaire qui a été confirmé, hein, Kif. Et peut-être qu'il se dit qu'il y aura une opportunité à court terme de coacher comme d'autres coachs européens avant lui, du type Kokoskov par exemple. Si on remonte avant, je voulais faire la comparaison avec David Blatt, mais David Blatt c'était déjà une légende en Europe avant d'arriver aux Cavs, il avait déjà tout gagné, donc c'était un peu différent. Il n'est pas passé par le rôle d'assistant. Ça va être intéressant à suivre. Déjà, il faut que ce soit officialisé, c'est pas encore le cas, mais c'est un coach qui est très très qu'il va falloir suivre, que ce soit en Europe s'il y reste ou même en NBA, parce que moi je fais confiance à Fred quand il nous dit qu'il a le potentiel pour être un super coach en NBA, je le crois sur parole. Et si c'est un mec comme ça qui peut aider les Wizards à sortir de la médiocrité et du manque d'intérêt qu'il suscite, moi je dis ok, hein. Ouais, non, moi ce qui me surprend un petit peu, effectivement, si ça devait se confirmer, ce serait de le voir partir avant d'avoir pu jouer l'Euroleague, parce qu'effectivement, il a jamais coaché en Euroleague. Et autant s'il était parti, alors ça aurait été peu probable, mais s'il était parti pour être head coach en NBA, j'aurais bien entendu tout de suite compris. C'est le fait qu'il parte pour être assistant dans une franchise qui n'est pas la plus stable non plus de la ligue, hein, faut bien le reconnaître, qui m'étonne un petit peu quand on sait un petit peu, voilà, l'aura que ça peut avoir en fait de coacher en Euroleague, d'être bon en Euroleague. J'ai l'impression que c'est une opportunité qu'aurait pu l'attendre après dans tous les cas. La question que je me pose effectivement, c'est celle que tu soulèves un petit peu, Shai, c'est si ça devait se confirmer, ce serait de
savoir dans quelle mesure Washington lui a laissé entendre que il vient en tant qu'assistant, mais c'est pour prendre la température, voir comment ça se passe en NBA, et que derrière l'objectif potentiel, ça serait de laisser lui ouvrir la porte pour être head coach s'il donne satisfaction. Si c'est ça, je comprendrais mieux le challenge. Effectivement, ce qu'a fait Paris toute l'année, c'était vraiment impressionnant. Ce qu'il a fait en Allemagne par le passé aussi, autant défensivement qu'offensivement. On sait que sur les principes de jeu modernes qu'il utilise sont, je pense, carrément. Voilà, on les voit déjà implémentés par certaines équipes NBA. C'est quelque chose qui est intéressant. Il est jeune encore comme entraîneur. Donc, tout ça, je comprends l'intérêt des franchises NBA pour Tuomas Sissalo. C'est plus sur le timing, le fait d'avoir acquis l'Euroleague, de pouvoir jouer à Paris, quand même, en termes de prestige, avec la nouvelle salle qui a ouvert. On sait qu'il y aura des moyens, en fait, pour cette équipe de Paris. C'est ça qui m'étonne un petit peu. Donc j'attends de voir la confirmation, comme toi, j'imagine, Chai. Puis après, on verra un petit peu comment ça se passe, quoi. En tout cas, a priori, Paris a déjà tourné vers la recherche du prochain coach. Apparemment, ils ont reçu Petar Božić, qui est était le coach des London Lions là récemment. Et donc, a priori, eux ont déjà acté son départ. Après, est-ce que ce sera pour une franchise NBA, là, comme les Wizards, qui n'ont pas officialisé encore la nouvelle, hein, ou peut-être pour une autre écurie européenne, ce qui aurait été aussi assez compréhensible. On va voir. En tout cas, c'est un jeune coach qui va être super intéressant à suivre dans les prochaines années. Et s'ils sont NBA, moi je me dis toujours qu'il y a des gens dont l'approche c'est quand l'opportunité se présente, on ne sait pas si elle va se présenter deux fois. Et peut-être qu'il s'est rué sur l'occasion parce que c'était un rêve, parce que peut-être que financièrement ça fait sens aussi pour lui. Je sais pas quel serait son salaire aux Wizards en comparaison de ce qu'il était à Paris ou de ce qu'il serait ailleurs en Euroleague. Mais ouais, affaire à suivre. Ouais, à voir. Et puis c'est vrai que là on dit assistant, mais c'est très large. Mais après en NBA, les choses sont assez aussi structurées entre lead assistant. Enfin, il y a différents niveaux d'assistants. Donc on pourra suivre tout ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la personnalité et sur le style de coaching de Tuomas Sissalo, je vous recommande d'aller chercher sur YouTube. Il y avait une interview faite par notre pote Stephen Brun, qui était vraiment hyper intéressante, dans laquelle il discutait avec Tuomas Sissalo de son parcours, de sa philosophie. J'ai trouvé cette vidéo très éclairante. Donc je vous invite à aller regarder ça. On va pas tarder à refermer cette page. Si, Ishai, quand même, on va parler un petit peu de WNBA. On va pas parler de polémique autour de Caitlin Clark pour le coup, mais on va parler de terrain et performance, parce qu'il y a eu une performance record hier soir en WNBA. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Il y avait un match entre Phoenix et New York, donc deux équipes ambitieuses en WNBA cette saison, surtout New York. New York était sur 8 victoires de suite et qui s'est incliné 99-93 à Phoenix. Et là où c'est intéressant, c'est que les deux équipes en combiné ont battu le record sur un match WNBA de panier à 3 points. Donc on nous demande souvent, est-ce que l'évolution du jeu, la manière dont se joue le basket en NBA a un peu déteint sur la WNBA, parce que moi je défends toujours l'idée que c'est un basket différent, qui est plus académique, plus altruiste et tout ça. Mine de rien, il y a quand même des évolutions, notamment dans les équipes aussi fortes que New York. Et donc là, New York et Phoenix ont cumulé 33 paniers à 3 points, ce qui est le record pour un match en WNBA. 18 pour New York. Et 15 pour le Mercury, qui a mis fin donc à la série de victoires de New York, qui est quand même bien parti pour être finaliste à minima cette saison, qui fait une belle saison, même sans Marine Johannes malheureusement, même si c'est pour la bonne cause, puisqu'elle est en équipe de France pour les Jeux Olympiques. Un sujet un peu touchy, mais on y reviendra un moment peut-être. Avec plaisir, on pourrait y revenir avec plaisir. Tu peux nous donner peut-être les perfs du coup sur ces tirs à 3 points, parce qu'on sait qu'il y a les pistoleros, Sabrina Ionescu du côté du Liberty, et puis l'inébranlable Diana Taurasi du côté des Suns. Enfin des Suns, qu'est-ce que je raconte, du Mercury, ouais. Du coup, à 3 points, il y a donc Sabrina Ionescu, elle a shooté à 4 sur 14 à 3 points, mais bon, elle en a quand même mis 4 sur les 18, et ça a été très très bien réparti. Brianna Stewart, qui est la superstar de l'équipe, 4 sur 4 à 3 points, 4 sur 6 pour Kayla Thornton, 3 paniers à 3 points pour Jonquel Jones aussi. Et du côté de Phoenix, la good old Diana Taurasi qui fait 4 sur 7 à 42 ans. Mais toujours, oui, voilà. Voilà, et 5 sur 7 pour Rebecca Allen, 3 sur 4 Sophie Cunningham, voilà, ça a été bien réparti aussi. Taurasi, 42 ans, ça me permet de rebondir très rapidement sur... alors, ça va parler de Caitlin Clark, hein, c'est pas volontaire forcément, mais Kevin Durant expliquait récemment pourquoi, selon lui, Caitlin Clark n'avait pas été prise en WNBA.
et il disait que toutes les autres joueuses étaient en gros plus expérimentées, plus méritantes, entre guillemets, peut-être plus fortes à l'instant T. Et du coup, il y a un cas à part, c'est Diana Taurasi qui a 42 ans et qui est clairement sur le déclin, on va pas se le cacher. Mais malgré ça, en fait, même en étant sur le déclin à 42 ans, elle a la même moyenne de points que Caitlin Clark en WNBA. Donc voilà, elle est toujours là à 42 ans, elle défend plus un caramel, mais par contre, elle est toujours capable de shooter à 4 sur 7 à 3 points contre l'une des deux meilleures équipes de la ligue et de sans doute pas être ridicule dans le roster de Team USA aux Jeux Olympiques pour essayer de décrocher une 6e médaille olympique avec son pays. Voilà. Ok. Mais si un jour vous vous ennuyez ou que vous avez envie de vous créer une migraine par vous-même, allez jeter un coup d'œil au palmarès de Diana Taurasi. Ouais. Je vous garantis que sous Bird et Diana Taurasi, il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un autre basketteur ou une autre basketteuse au monde qui ont des CV aussi longs. Ça a Ouais. absolument aucun sens. Limite, la page Wikipédia tient sur 2 serveurs à elle toute seule. Allez, pour finir, on va finir en mettant en avant une session. Qui a été créée sur Basket Session par Guy M. Vous savez que maintenant vous avez l'opportunité d'écrire carrément vos articles ou de proposer des sujets directement aux lecteurs de Basket Session par le biais de ces fameuses sessions. Il y en a une vraiment qui nous a bien plu au sein de la rédaction, c'est celle de Guy M sur le Thunder et sur l'avenir du Thunder. Ouais. Et tu vas nous en parler un petit peu, Shai, mais si je me trompe pas, l'idée de ce papier, c'est de voir un petit peu quels sont les avenirs possibles du Thunder et les choix qui se présentent à cette équipe extrêmement forte déjà et largement en avance sur les temps de passage pour l'instant. Ouais, c'est ça, c'était la session qu'on a mise en avant. Vous pouvez voir sur le site, c'est la SQFR, la session qu'il fallait retenir, et on essaye fréquemment d'actualiser quand vous nous envoyez des articles aussi cool que celui-là. OKC, c'est une équipe qui nous intéresse forcément. Et, Damien, justement, avait écrit un article sur le fait que les cotes pour le titre étaient déjà sorties et que le OKC est 4e à égalité déjà chez les bookmakers pour le titre. Et Guillaume a donc s'est appuyé sur le podcast de We Are Thunder qui traite de l'actualité d'OKC en France. Et il a imaginé du coup des scénarios, ou scénarii, je ne sais plus lequel on a le droit de dire, des scénarios sur la saison prochaine pour OKC. Et c'est très intéressant, il y en a 3, je crois. Ça étudie d'abord ce que doit faire le Thunder avec les joueurs actuels, quid de Josh Giddey, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de prolongation de certains joueurs ou pas. Et dans les scénarios, il y a des trucs intéressants. Soit passer à l'action tout de suite, être très agressif avec un gros trade, soit juste continuer de développer ces joueurs-là, soit mon scénario préféré, le scénario 3, avec un trade autour d'un joueur plus complémentaire, en l'occurrence Deni Avdija des Washington Wizards. J'ai dit à Guillaume dans le commentaire que j'avais opté pour ce choix-là, mais voilà, en tout cas, c'est une session super intéressante sur une équipe super intéressante, et vous pouvez aller lire ça sur le site. Exactement. Écoutez, et n'hésitez pas à vous aussi participer, créer vos posts à vous, vos sessions. On sera ravis de les mettre en avant systématiquement dès qu'il y en a une qui nous tape dans l'œil. Shai, merci encore une fois. Je pense qu'on va refermer ce CQFR là-dessus. Voilà, on vous rappelle simplement que la saison NBA est terminée, mais nous, vous n'avez pas terminé avec nous. On va continuer tout au long même de l'été, je pense. On fera peut-être un break momentané, mais sinon, on va continuer nos CQFR, nos émissions pendant une bonne partie de l'été pour continuer de décrypter l'actualité basket qui va être riche encore cet été avec les Jeux Olympiques, avec tout ce qui va se produire. Donc restez à l'écoute, passez une excellente journée. N'hésitez pas à passer sur le site de Basket Session pour lire les articles ou pour commander le MOOC Défense si vous ne l'avez pas encore reçu. Il vient de paraître, donc n'hésitez pas et on vous dit à très vite et même à demain direct. À demain. Ciao.